j'adore le thrill, j'adore comment que c'est un métier qui est excitant, tu peux avoir plein de choses enrichissantes. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu rentres dans la situation financière des gens, puis tu as un impact important jour un, là. Puis c'est ça que je trouve trippant comme planificateur financier, c'est que, tu sais, on va traiter tous les aspects, puis on peut vraiment aller loin là-dedans, puis encadrer les gens de A à Z. Vous écoutez Les Pros de l'assurance, présentés par Emma Assurance Vie. Bonne écoute! Gabriel Vizina, bienvenue au podcast Les Pros de l'assurance. Première question que moi j'ai pour toi, puis je pense que tout le monde qui nous écoute aussi, c'est qui Gabriel Vizina? Qu'est-ce qui fait que tu es planificateur financier? Moi, je sais que c'est ta première année Yes. calendrier dans l'industrie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton année calendrier, comment ça s'est passé? Là, on enregistre ça au début décembre. Dans quel mindset que t'es en décembre? Parle-nous ça en parlant de toi, puis de comment ça va Yes, dans merci l'industrie. beaucoup de me recevoir, Félix. En gros, moi, je suis planificateur financier. J'ai commencé temps plein en avril dernier. Donc, ça a été un lancement de carrière assez rock'n'roll, là, tu sais, un peu comme tout le monde, là. Je suis pas différent des autres, là. C'est sûr qu'au début, ben, faut que tu manges tes croûtes, faut que tu travailles fort, mais ça a été une très belle première année, là, un premier 9 mois, là, si on veut. Évidemment, j'ai appris énormément, honnêtement, là, quand je repense à ça, tu sais, c'est ça que je trouve trippant du début de carrière, tu sais, à chaque jour, à chaque deal que tu fais, à chaque client que tu closes, tu apprends quelque chose, là, tu sais. C'est tout le temps une aventure. Fait que ça a été des mois assez chargés. J'ai adoré ça. J'ai adoré la charge de travail aussi. J'adore le thrill. J'adore comment que c'est un métier tu sais, qui est excitant, que tu peux avoir plein de choses enrichissantes. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu rentres dans la situation financière des gens, puis tu as un impact important jour un, là. Puis c'est ça que je trouve trippant comme planificateur financier, c'est que, tu sais, on va traiter tous les aspects, puis on peut vraiment aller loin là-dedans, puis encadrer les gens de A à Z. Fait que ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé capoté, puis ça m'a prouvé que j'étais à la bonne place, évidemment, là. Ça fait que ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc là, Gabriel, tu as fait ton titre de planificateur financier, tu as reçu ton certificat, félicitations pour ça. Moi, une question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a amené aussi jeune de t'embarquer dans un bac en services financiers à l'Université Laval, faire ton titre de planificateur financier? Il est où le background story de Gabriel là, qui l'amène à travailler dans l'industrie? Ouais, ben c'est une très bonne question. En fait, je me suis cherché longtemps pour vrai à qu'est-ce que j'allais faire, puis qu'est-ce que j'aimais, qui m'intéressait un peu comme métier. C'est au cégep que j'ai un bon ami qui est d'ailleurs planificateur financier aussi, spécialisé dans les médecins puis dans les dentistes, si je me trompe pas. On était au cégep Limoilou ensemble puis on jouait au football. Moi, j'ai fait mon football au cégep Limoilou là, en division 1. Puis j'ai un background de sportif là, à travers ça aussi. Puis euh, bon, sans nommer le nom là, de mon collègue, mais il m'a proposé un livre qui c'est Master the Money Game par Anthony Robbins. Mhm. C'était une grosse brique, honnêtement, là, c'était genre 600 pages. Puis moi, j'étais pas du tout un lecteur, puis j'étais comme, bon, qu'est-ce que je vais faire à lire ça pour vrai, là, tu sais. À part les livres Puis, obligatoires d'un cours de français de cégep, là, il n'y avait pas ouais, grand-chose. tu sais, c'est ça quasiment, là, tu comprends? Fait que là, je commençais un peu de reculons, tu sais, puis moi, j'ai toujours aimé, mettons, ça a toujours été en moi, mettons, tu sais, la gestion de l'argent, puis la bourse, puis comment l'argent dans le monde, ça marche, tu sais. Puis ce livre-là a été vraiment un déclic, honnêtement, là. Ça a été vraiment le coup de foudre, là, littéralement, avec ça. Je me suis dit, en lisant ce livre-là, je me suis dit, OK, là, il y a vraiment plusieurs méthodes, puis vraiment des façons que ça a un gros impact sur ta situation financière, puis moi, je me suis dit, après ce livre-là, j'étais comme, OK, je m'en vais en gestion de portefeuille. T'sais, initialement, c'était ça. Puis là, Mhm. j'ai vraiment lu d'autres livres à travers mon parcours du cégep, mais tu sais, je lisais pas autant qu'aujourd'hui. Là, à ce temps, c'est rendu assez intense. Là. Mais après, je suis rentré à l'université au baccalauréat en administration des affaires à l'Université Laval parce que c'était ça le parcours pour aller en gestion de portefeuille, tu sais, pour aller en finance, dans le fond. Puis là, ben, en faisant mes cours, puis en faisant les conférences, puis les recherches pour voir un peu c'est quoi les différents métiers, puis c'est quoi les différents parcours aussi, là, j'ai découvert la planif, puis c'est là que je me suis rendu compte que dans le fond, hey ben, tu sais, ouais, j'aime ça, mettons, la gestion des portefeuilles, la gestion de l'argent en général, mais
j'aime aussi la fiscalité, puis j'aime aussi tout l'aspect de l'endettement, puis j'aime aussi tout l'aspect gestion budgétaire, puis tous ces différents aspects-là d'une situation financière rentrent ensemble. Puis là, j'ai fait, ben, crime. J'ai regardé les cours, puis j'ai fait, ben, regarde, je pense que c'est vraiment ça que je veux faire aussi. Puis il n'y a pas juste les aspects financiers, il y a aussi l'aspect gestion de clientèle, puis l'aspect humain. Moi, c'est ça honnêtement, là, qui fait en sorte que je me lève le matin, c'est ça, là. Tu sais, j'ai un meeting à 3 heures, puis I can't wait, là, tu sais. Fait que c'est ça que j'adore faire. Puis le contact humain. Puis là, j'étais comme, OK, fait que je peux retrouver ces deux choses-là dans le même métier, tu sais, ça va être capoté. Puis je me suis pas trompé, là. C'est vrai que c'est vraiment, vraiment incroyable, là. Moi, je trouve ça fou de pouvoir parler à des gens, comprendre leur situation, comprendre leurs besoins, tu sais, jouer un peu avec cet aspect humain-là, puis après rentrer vraiment dans les chiffres, puis dans le concret, puis dans qu'est-ce qu'on fait en termes de sélection de produits, en termes de stratégie, etc., pour donner un coup de main. Fait que c'est un peu ça que c'est de là que c'est parti, puis C'est vraiment un métier de relation d'aide. Ça, souvent, ouais, c'est ouais, les gens, quand ils regardent ça de l'extérieur, ils pensent qu'on gère de l'argent, qu'on prend des décisions dans des matrices décisionnelles tout le temps. Oui, c'est une portion de la job, là, de bien connaître ses chiffres, ouais, de prendre les bonnes décisions, puis de les backer avec des analyses, mais au final, il y a un volet qui est humain, qui devrait son bac. Puis moi aussi, j'ai eu le privilège d'aller à l'Université de Laval pour faire mon bac en administration des affaires. Puis je pense sûrement un peu comme toi, là, j'ai fait la rencontre là, fortuite là, de Kevin Lee qui m'a ouvert ouais, les horizons à la planification financière. Moi, j'avais un exact. père, mon père travaillait aussi dans l'industrie, fait que je connaissais déjà le domaine, mais j'avais pas nécessairement une appréhension qui était positive au domaine. Moi, je voyais mon père qui travaillait tout le temps, soir, fin de semaine, qu'on voyait à peine, qui manquait mes matchs de basket parce qu'il y avait des rendez-vous avec des clients. Puis tu sais, au final, c'est ce que tu veux un peu, c'est l'attention de ton père quand tu es jeune dans un certain sens. Fait que mon amour de l'industrie était pas nécessairement parfait à ce moment-là, mais quand j'ai rencontré des bonnes personnes dans mon parcours à l'universitaire qui m'ont expliqué en quoi c'est un métier qui est important, qui fait une différence dans la vie des gens, ben, c'est là que je comprenais pourquoi mon père, finalement, aimait ça travailler les soirs, les fins de semaine, puis rencontrer des clients, c'est parce qu'il est vraiment en train de les aider. Là. Puis ça fait toute une différence. Quand tu te couches le soir, là, tu te brosses les dents, tu regardes dans le miroir, tu as le sentiment du devoir accompli. Puis ça, on est assez privilégié d'avoir ça à chaque soir. Là. Ah, vraiment. Puis, tu sais, t'as vraiment mis le doigt dessus. Tu sais, à l'inverse, moi, tu vois, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont, tu sais, mon père n'a pas manqué une game de foot de ma vie, là. Tu sais, il n'a pas manqué une game de hockey non plus, toujours été là, puis il a sa business, puis, tu sais, il en a fait des grosses semaines aussi. Mais, tu sais, lui, par contre, c'était pas de la gestion de clientèle, c'était un tout autre domaine, puis moi, ça Mhm. m'intéressait pas du tout, ce domaine-là, là, pour l'avoir essayé. Mais, tu sais, quand j'ai une rencontre, puis que c'était à 8 heures le soir, puis c'est sûr que, mettons, quand il est 7h30, t'es comme ça me tente-tu vraiment? Puis là, tu rentres dans la rencontre, puis là, je suis comme, hey, ben, tu sais, ces gens-là, si c'est pas de moi, il y a plusieurs milliers de dollars qui vont rester sur la table, puis ça se peut que qu'ils vont mal dormir à cause de ça, puis ça peut avoir un énorme impact, autant pour eux, que ce soit pour les enfants ou les proches aussi. Tu sais, dans peu importe l'aspect, là, que ce soit l'aspect successoral, que ce soit l'aspect d'assurance, placement, tu sais, les gens sont livrés à eux-mêmes, puis tu sais, tu parlais de l'aspect humain, puis moi, c'est ce que je me suis rendu compte après mon long 9 mois de carrière, là. Mhm. C'est que je sais pas exactement c'est quoi le pourcentage de l'aspect humain dans le métier, mais pour vrai, je pense que c'est genre 80% de l'aspect humain, puis 20% du produit, puis de la stratégie, parce qu'au final, c'est ce que je dis aux clients, je suis comme, pour vrai, les stratégies, là, moi, je peux pas vous inventer de quoi, là. Tu sais, je les connais, il y en a pas 500 000, surtout que la fiscalité se resserre beaucoup, beaucoup, là. Puis les produits, ben, tu sais, on est un conseil indépendant, on les a toutes, là. Fait C'est que, ça. tu sais, au final, c'est pas ça, là. C'est est-ce que je comprends vraiment ce que tu veux? Je comprends-tu vraiment où est-ce que tu veux t'en aller? Puis après, comment qu'on s'y rend? Parce que si je suis pas capable de déceler ça, même si j'arrive avec la meilleure stratégie, le meilleur produit, le client, il va faire, ben, je le feel pas. Puis, ce feeling-là, là, c'est ça qui fait en sorte qu'il adhère au plan ou non, là. Ben écoute, je pense que tu nommes un bon point. Tu sais, quand tu dis le ratio 80-20 humain, puis on va dire technique, puis skills là, dans le domaine, tu sais, je pense que t'as pas tort. Là. C'est à peu près ça. Puis c'est sûr que Euh, après ça, il y a des différences de skills là, puis de compétences. Là. C'est pas tous les conseillers, pas tous les planificateurs financiers qui sont égaux non plus. Fait que, tu sais, tu Mhm. peux vraiment faire de la haute voltige ça tente, mais ça s'adresse pas à monsieur, madame, tout le monde. Ça s'adresse à des gens qui ont des situations fiscales qui sont complexes. Parce que, tu sais, quelqu'un qui a une situation fiscale simple, mais qui a beaucoup d'argent,
il y a juste plus de zéro à la fin. C'est pas tant plus compliqué que ça. Mais t'as beau avoir toutes les meilleures compétences du monde, si t'es pas capable d'amener ton plan de façon humaine pour que les gens continuent le plan puis le mettent en application jusqu'à la fin, ben ça va s'écrouler puis ça fonctionnera pas. Parce que tu peux avoir le plan d'un niveau de compétence qui est bien correct. Tu as fait ta job, tu fais tes unités de formation, et tu investis beaucoup dans la relation humaine, puis tu mets en place des plans qui sont simples, qui sont efficaces, qui sont pas nécessairement optimales, mais sont simples et efficaces, mais que tu es capable de convaincre tes clients à rester à l'intérieur de ce plan-là, ça va donner des meilleurs résultats qu'un haut niveau de compétence avec quelqu'un qui drop le plan après 2 ans. Fait que Exact. ça c'est une des choses que tu vas te rendre compte dans le domaine. C'est moi, j'avais des clients qui essaient toujours de timer le marché en investissement. Fait que là, il y avait tout le temps, on va dire, un 30, 50 000 dans leur compte chèque. Puis là, ils étaient comme, non, j'attends un moment, puis un jour, je vais t'appeler, puis là, je veux qu'on investisse rapidement cet argent-là le jour que je t'appelle. Moi, je leur disais, essaie pas de timer le marché, tu sais. Il y a beaucoup plus de gens qui perdent de l'argent à essayer de timer le marché que le contraire. Puis, tu sais, les données le montrent, là, des fois, là, sur une année financière, le nombre de journées qui ont fait de la différence sur ton rendement à fin d'année, c'est 10 jours. Pas plus que ça. Exact. Fait que ça, les gens qui essaient de timer le marché, c'est pas un concept qu'ils ont compris. Ils essaient de outsmart le marché. Tu vas plus perdre. Tu sais, on n'est pas tous... même Warren Buffett et Charlie Munger, là, qui vient tout juste de décéder, c'est même pas ça Ouais. qu'ils faisaient. Tu sais, eux, ils regardaient les bons fondamentaux, faisaient une sélection de ces compagnies-là, puis ils restaient à long terme. Leur but, c'était pas de timer le marché. Jamais, puis je pense qu'ils ont bien fait leur job. Les Ouais, c'est messieurs ça. valent plusieurs dizaines de milliards chacun. Fait que quand tu regardes ça, puis moi, j'avais des clients qui, au contraire, eux, ils mettaient leur plan de prélèvement systématique à toutes les 2 semaines. Faisaient leur Mm. virement, faisaient leur virement. Puis quand je regardais le rendement de mes portefeuilles, les clients qui touchaient pas à leur portefeuille, qui respectaient leur plan, même si le plan était plus simple, il y avait des meilleurs résultats que ceux qui essaient de complexifier le tout. Fait qu'à un Mm. moment donné, tu te rends compte dans la carrière, parce que c'est facile au début quand tu sors de l'école, quand tu viens d'avoir ton titre de planète, de dire, là, tu vois, je vais parler pour moi, j'avais la tête grosse de même, puis là, j'étais comme, hey, moi, je vais faire de la haute voltige, là, même pour monsieur, madame, tout le monde, il y a personne qui va être laissé pour compte, là, tout le monde chez les grosses planifs. Puis j'ai une histoire là, assez fabuleuse là, par rapport à ça. À un moment donné, moi j'avais mon premier bureau était au-dessus d'un buffet chinois. Là, tu sais, j'avais la grosse tête, mais je travaillais au-dessus d'un buffet chinois. Là, ça donne une idée là, on commençait à quelque part dans la vie. Aujourd'hui, c'est mieux. Puis là, je faisais des planifications financières compliquées à tout le monde. De compliqué, là. Puis je te dis, là, j'en mettais du stock. Là. Puis il y avait de la connaissance, puis il y avait des plans complexes, puis toutes les stratégies étaient optimales. Puis on était dans un contexte où c'était quand même facile de bien faire des choses. Il n'y avait pas de contexte inflationniste, le taux d'intérêt était bas. Quand j'ai Ouais. commencé là, en 2014-2015, c'était pas si compliqué que ça. Bien faire sa job. En plus, le marché était aussi. Fait. Tu te trompais pas tant que ça. Ouais. Mais mes plans étaient trop complexes, puis on dirait que je négligeais au début l'aspect humain, puis je mettais comme 80% compétences, puis plan financier, puis écoute, je remettais un rapport de 30 pages à tout le monde. C'est ben Et trop, là. tabarnouche, Ah, ok, ouais, là. c'était du stock, là. Moi, je mettais trop de pression, trop de job. Fait qu'à un moment donné, ben, je finis une grosse soirée de rendez-vous. Là, j'avais remis 3 planifications financières dans cette soirée-là. Puis à la sortie du bureau, il y avait une poubelle. Quand tu descendais les marches. Ben, mes Les 3 trois plans, planifications financières, elles étaient dedans. oh my Ça, God. ça a été une bonne révélation de je suis pas en train de faire ma job correctement à ce moment-là. Fait que je les ai ramassés, Comment j'ai tu l'as pris. pris? Comment tu l'as pris? As-tu eu un coup sur ton orgueil? T'as-tu fait comme, ben là, je viens de mettre, Steve fait 10 heures de job, c'est pas plus dans les clients, ils s'en foutent complètement, ou t'as eu un wake-up call pour, c'est plus constructif en disant, OK, ben, c'est moi le problème, il faut que je change quelque chose, dans le fond. Ouais, ça a été quand même constructif. J'ai pas quelqu'un que, tu sais, oui, on a tous un ego, mais quand je me suis lancé en affaires, moi, c'est comme dans le sport. Tu sais, quand j'avais commencé à jouer au basketball, là, j'étais mauvais, là. Moi, j'ai souvent gagné ma première année dans n'importe quel sport que j'ai fait, le joueur le plus amélioré. Là, c'était mon trophée que je gagnais tout le temps. Puis souvent, ben, je Bon. finissais le joueur le plus performant, puis, tu sais, équipe d'étoiles, tout ça, après quelques années, dans les sports que je jouais. Ça a été le même au hockey, ça a été le même au basket. Euh, fait que j'avais comme vraiment une mentalité de comme, OK, bon, là, je viens de vivre un échec là, solide. Là. Tu sais, là, c'est tough. Ouais. Fait que quand j'ai ramassé les plans dans la poubelle, je dis, ben, ce qui me restait d'ego, je vais le mettre dans la poubelle, puis on repart, puis on bâtit là-dessus. Fait que là, ça, j'ai changé mon approche. Fait qu'au lieu de remettre des plans financiers, je remettais maintenant des présentations. Fait que c'était un slide, un deck là, d'environ une dizaine de slides, où ce que je remettais aux clients, où ce que je prenais des concepts de base sur leurs finances. Puis là, je les expliquais autrement. Puis au lieu de leur remettre un document imprimé, j'avais compris aussi que j'étais pas, malgré que j'étais dans la génération du numérique,
J'étais pas dans ma génération, fait que maintenant je remettais les documents par lien électronique. Genre j'avais adapté mon approche, puis j'investissais beaucoup plus par la suite. Ça a été ma deuxième itération dans le soutien à la mise en place du plan d'action. Fait que le seul élément de recommandation que je donnais à la fin, tu sais, oui, il y avait comme la présentation globale de ce que je recommandais, mais c'était des éléments d'action. Fait que des action items qui étaient présents dans leur plan. Fait que première chose qu'on fait, c'est on règle des dettes. Deuxième chose qu'on fait, on met en place ton plan systématique. Après ça, on finalise l'achat de ton assurance. Fait que là, je mettais ça super précis avec des deadlines et des dates. Puis jusqu'à aujourd'hui, je garde encore la même méthode. Ça fonctionne mieux. Ça l'a simplifié, ça rend les choses claires. Les gens, ça fait une espèce de to-do list qui suivent. Puis ça, pour développer ça, ce que j'ai fait quand j'ai vécu cet échec-là, moi, j'ai parlé à tous les conseillers que je connaissais, puis les courtiers de mon MGA, là, qui était Mika. Puis je leur demandais, écoute, je viens de vivre ça, toi, comment tu travailles? Puis là, ils riaient tous de moi. Fait qu'ils m'ont dit, hey, pas grave, le jeune, on passe tout par là, ça nous est tout déjà arrivé de se penser plus haute. Mais regarde, voici comment moi je travaille, comment moi je travaille, comment moi je travaille. Puis ben, j'ai pris les éléments que moi je trouvais intéressants de leur approche, puis là, je les modifie. Et j'avais plus un mindset de sportif qui dit, bon, regarde, là, je viens de perdre le match, mais là, je rejoue dans 2 semaines contre cette équipe-là. C'est quoi les éléments qui ont bien été, qui ont moins bien été? C'est quoi les faiblesses dans notre jeu? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Fait que c'est plus ce mindset-là que j'avais. Puis j'ai toujours gardé un peu ce mindset-là parce que c'est un growth mindset. Si je commence à dire, ben non, les clients sont niaiseux, ils n'ont pas compris mon plan, ils sont pas assez intelligents, Ouais. tellement pas intelligents qu'ils ont jeté mon plan financier, ben là, ça me donnait peut-être un peu trop d'importance. C'est pas vrai que je suis bon comme ça. Là. Il y a jamais personne qui devrait... il y a un terme là, en anglais qui est entitled à réussir ou à être intelligent puis être vu comme quelqu'un qui est vraiment bon. Et ce que j'ai compris, c'est que peut-être je m'avais donné un petit peu trop d'importance sur le côté compétence, qui passait sur l'aspect humain. Fait que pour revenir au point que tu as dit, si après 9 mois de carrière, tu as déjà compris ça, ça va bien. Tu as déjà compris un des secrets les moins bien gardés de l'industrie, mais les plus importants à comprendre. Ben, je suis d'accord avec toi, puis tu sais, ce que tu dis, c'est quelque chose qui fait une grosse différence rapidement, parce que ça, j'ai eu la chance, mettons, que de l'avoir un peu direct, là, tu sais. Comme de me rendre compte que, OK, ben, en faisant du cold call, puis ça, j'en ai fait pas mal, je me rends compte que, OK, ben, les gens, tu sais, ils t'achètent toi, là, de toute façon, là. C'est ça qui se passe, là. Fait que j'ai développé un peu cette approche-là de comme vraiment mettre l'authenticité puis mon approche à moi de l'avant. Puis avant, j'avais un peu le même défaut de toi, mais à un moins gros niveau, mettons, là. Je faisais pas des plans de 30 Bon, pages, là. ça commence. Mais ce que j'avais de la difficulté à faire en rencontre, c'était structurer ma rencontre. Mhm. Puis là, j'arrivais, puis je parlais de plein d'affaires, puis je me rendais compte qu'après une rencontre de 1 heure et demie, le client il sort, puis il est comme, ou qu'est-ce qui vient de se passer, là, tu sais. Puis moi, dans le fond, j'ai perdu 1 heure et demie de mon temps, puis lui tout. Fait que là, qu'est-ce que j'ai commencé à faire tôt, puis à ce temps, je fais ça à toutes mes rencontres qui demandent plus de préparation. Tu sais, des rencontres de mise à jour, c'est pas si pire, mais encore là, je le fais. Je fais un ordre du jour que je prends le temps d'imprimer quand c'est en présentiel, sinon je l'envoie au client ou je le partage par écran, tu sais, peu importe, là. Je fais un ordre du jour pour moi, que j'annote, puis que je vais faire des points plus détaillés, tu sais, pour que pas que j'oublie telle chose. Puis, il faut que ça rentre en une page. Je peux pas dépasser 2 pages. Puis pour le client, je fais ordre du jour avec priorité, court terme. Fait que là, j'ai comme ordre du jour en haut, priorité court terme, puis ça rentre en une page, puis je donne ça au client. Fait que le client, au début, on fait le tour de ça. Je dis, OK, on va commencer par ça, retour sur la situation actuelle, on descend. Puis après, quand je vais avoir tout fait l'explication du plan, si tu veux, je vais rentrer dans priorité court terme, puis là, je vais faire un peu comme toi. Je vais dire, OK, ben là, il faut commencer par ça. Puis moi, dans mes priorités ou plans d'exécution moyen terme, long terme, ben là, ça, c'est dans mes notes à moi que je vais développer, puis que je vais rentrer dans le plan du client un peu plus tard. Mais je me suis rendu compte que si j'arrive avec trop d'affaires, le client, il va juste rien faire. Fait qu'on va le simplifier le plus vite possible. Il faut qu'il comprenne l'essence de tout ça, qu'il comprenne les points essentiels, mais tu sais, les petits détails que moi, en tant que professionnel, il faut que je connaisse, ben tu sais, lui, il faut que tu lui communiques, mais il faut pas que tu l'overload là-dedans non plus, parce que sinon, ben, si ça rentre là, ça sort l'autre bord, là. On s'entend quand tu arrives avec trop d'éléments, ben, tu fais juste parler tout le long. T'écoutes pas ton client. Fait qu'au final, t'as même pas compris ses besoins.
Fait que Exact. tu t'as même pas bien fait ta job. Tu sais, la première aspect mettons, quand tu fais la fameuse examen de l'Institut québécois de planification financière, c'est la collecte de données. C'est quoi la collecte de données? Mais comment peux-tu faire une collecte de données quand tu as passé 1 heure et demie à un peu masturber ton ego intellectuel, puis dire à quel point tu connaissais des choses? Ben, ça fonctionnera pas avec Hmm. les clients. Et que le but, ben, c'est de le comprendre tôt dans ta carrière. La méthode que tu utilises en ce moment, moi, je trouve ça excellent. Tu sais, quand ça dépasse pas une page, ben, déjà là, tu sais que t'as pas le choix de simplifier, puis d'avoir des objectifs qui sont précis. Puis les clients, souvent, ils ont un, deux besoins qui vont t'exprimer clairement. Les autres besoins, c'est pas qu'ils sont pas présents, mais c'est pas important pour eux en ce moment. Là, Fait que exact. là, dans le contexte où tu débutes ta carrière, avril 2023, ça c'est bien la date que tu m'as dit tantôt, Ouais. tu commences dans une période où c'est du sport, pareil, faire de la planification financière. Parce que là, les gens, avec le contexte inflationniste, la hausse des taux d'intérêt, ben là, tous tes premiers acheteurs de maison, là, c'est plus le même projet. Là. Il faut avoir Ouais. beaucoup plus de mise de fonds, il faut avoir les revenus qui sont suffisants. J'entendais, tu sais, l'autre jour dans la ville de Québec, les acheteurs qui veulent acheter une maison qui est au-dessus de 600 000 en ce moment, ceux qui font des offres d'achat, 3 à 4 sur 5 sont refusés au financement. Fait que là, tu as tout un autre concept d'éducation financière qu'il faut que tu fasses avec tes clients pour les préparer à acheter une maison. Vraiment, c'était facile d'acheter une maison. Quand les taux d'intérêt sont à 1,5, t'as pas besoin d'un gros revenu pour te qualifier. Avec Exact. 5% de mise de fonds, un peu d'épargne, puis tu vas être en mesure d'y arriver. Puis là, je dis de l'épargne. Je sais pas si tu connaissais la statistique au Québec des dons des parents moyens qui donnent à leurs enfants pour Non, je acheter sais. une maison, c'est 80 000 en moyenne. Hey! Ouais, vous savez, hein. Les C'est autres, il y en a beaucoup, qui donnent, non? ouais, fait qu'il y en a qui donnent pas mal plus que ça. Puis ça va être donné sur différentes façons. Ça va être donné en argent, ça va être donné en équité sur Ouais, leur propriété, plein de façons. Fait que, tu sais, quand tu regardes ça, 80 000 avec des taux d'intérêt qui sont super bas, ben, c'était facile d'aider tes clients à avoir accès à la propriété. Là, Hmm. aujourd'hui, c'est pas le même contexte du tout. Oui, il y a maintenant, il y a le CELIAP, mais le CELIAP, ça demande d'être patient. Tu sais, tu peux Ouais, pas c'est pas demain matin magique. mettre 40 000, tu as le remboursement d'impôt, là, tu achètes ta maison le lendemain. Non, non, ça va être 8 000 par année, puis tu fais ça tranquillement. Puis il manque pas ta cotisation parce que c'est pas clair que ça va être facile de retravailler ton plan par la suite. Là, ce qui est bien, c'est que maintenant, le combine avec le RAP, là, fait que tu sais, tu peux comme accumuler une mise de fonds Les fiscalement deux avantageuse quand ensemble. même rapidement. Fait que les taux d'intérêt sont tellement élevés que le RAP gagne en importance, chose qui n'était pas le cas, quand les taux étaient bas. Fait que ça, c'est un des premiers contextes. Après ça, bon, ben, ceux qui font de l'investissement, t'es en investissement. Pas facile depuis 2 ans, un investissement pour plusieurs des marchés. Sont difficiles. On est en récession, on n'est pas en récession. Tout le Ouais, monde, très volatile. tout le monde, l'industrie le dit, pas mal une récession, mais comment techniquement on qualifie une récession? C'est deux trimestres Deux de trimestres de suite. Ben, c'est qu'on l'a pas encore eu jusqu'à maintenant, mais on le ben, sait. en fait, Ça s'en vient. c'est quoi le pire, Félix, c'est qu'on l'a eu en 2000, c'est-tu en 2021? Je pense en 2021 aux États-Unis, ils l'ont eu, Ouais. puis ils ont changé la définition pour pas que ce soit la panique. Finalement, c'était plus ça, c'était Hum. 2 trimestres avec plusieurs indicateurs négatifs, puis on l'avait pas, blablabla. Fait que, tu sais, au final, bon, on est en récession, pas en récession. Quand tu vas sur le terrain, là, tu sais, personnellement, pour Ah, l'avoir vu, ça, là, je vais te dire une affaire, là, tu sais, on fait des recommandations pour couvrir de l'assurance vie, c'est 30 quelques piastres par mois du temporaire, juste pour couvrir le hum. besoin de base, là, puis les clients, ils sont comme, je vais le trouver où, là, tu sais. Écoute, Fait en ce que, moment, tu regardes ça, les taux de chômage sont bas. Les familles qui demandent les banques alimentaires, c'est au plafond. ouais, Il n'y en a jamais eu autant. Des propositions de consommateurs, il y a des années records en ce moment. Puis là, ça s'en vient, on s'en va vers les faillites, les saisies des propriétés. Fait que quand tu regardes tout ça comme jeune planif, là, c'est du sport. Là, tu as de l'optimisation à faire pour vrai. Parce que les gens, puis tu sais, c'est beaucoup de l'écoute, ça va être du don de toi, parce que la gestion des dettes, c'est pas quelque chose qui va générer un grand revenu à court terme pour un jeune planificateur financier. Mais est-ce que ça bâtit une relation pour que quand les choses vont se replacer, ces gens-là vont être tes clients à vie? Ben, c'est absolument. Absolument. Puis, tu sais, gestion de dette, c'est pas juste pour les gens qui ont des faibles revenus, là. Moi, je l'ai non, vu, j'avais une cliente à moi, là, dans le passé, elle était dentiste spécialiste, elle avait un revenu de 650 000 par année, puis elle était à 3 faillites. Fait que la ah, gestion ben, de l'endettement, là, c'est pour tout le monde. ce que je dis tout le temps aux gens, moi, c'est que, tu
sais, que tu gagnes 1 million par année ou 50 000, là, si à la fin de l'année, tu sais, ton revenu que tu as reçu net d'impôt, là, après impôt, s'il est dépensé au complet, là, c'est les mêmes problèmes pour les deux, sauf qu'il y en a un qui a plus de zéro, ces problèmes. Exact. Puis pour Exact. moi, personnellement, que j'ai un client qui est à 80 000 par année, puis qui épargne 30% de son revenu, puis j'ai un client qui est à 450 000 par année, puis il reste pas une maudite scène, là. Pour moi, lui qui a 80 000 qui épargne, il est pas mal plus riche, là. Ouais. Parce que lui, il est comme, eh ben, à la fin de l'année, la personne qui a épargné 30% de son revenu, ok, ben moi, ma retraite, je sais que je suis sur sa bonne voie, mes projets aussi, je vis confortablement. Puis l'année prochaine, s'il m'arrive quelque chose, mettons, ce soit une invalidité ou de quoi, ben, je sais que je suis couvert, j'ai un fonds d'urgence, puis blablabla. Puis l'autre, ben, la personne, ben, elle va avoir son G-Wagon à payer qui coûte 1500$ par mois, mais au final, C'est tu ça. sais, c'est pas plus confortable, là. C'est drôle, hein? Puis c'est la personne qui va gagner 400 000 par année qui va dire des commentaires du genre, mais comment qu'ils font les gens pour arriver? Et comment, puis là, c'est là un de nos travail à faire, puis je sais pas si c'est quelque chose que tu faisais avec tes clients, mais moi, en début de carrière, ça m'a beaucoup aidé à comprendre les différentes variables là, qui influençaient là, des situations financières, c'est de faire un budget complet avec les clients. Fait que quand je faisais l'exercice budgétaire avec eux, moi, je les questionnais en disant, bon, ben, regarde, on va partir de la base, là. T'as ton revenu, tu mets 30% de ton net de côté. Ça part. Là, maintenant, c'est l'enveloppe budgétaire qui te reste. Fait que là, maintenant, combien ça te coûte? Puis souvent, je me rendais compte qu'à la fin, ben, il y avait un gros négatif qui était créé. Fait que là, quand on regardait les différents postes de dépenses, là, t'as pas le choix de refléter. Parce que Exact. on n'avait pas encore baqué avec les relevés de carte de crédit. Là. Puis là, souvent, c'était pire là, que ce qu'ils disaient. Ouais. Fait que là, ils voyaient dans ce qu'ils disaient que, OK, ouais, je mets peut-être trop d'argent en restaurant, je mets peut-être trop d'argent je sais pas, en voyage. Mon auto me coûte trop cher pour les moyens que je gagne, considérant que faudrait que je mette un 30% de côté, qui est, on va dire, la cible là, très, très confortable pour de l'épargne, puis jamais, en fait, avoir suffisamment d'argent pour réaliser tous les objectifs que tu veux sans te poser de questions. Après ça, ben, le pourcentage, il varie en fonction des objectifs de tout le monde, mais gardons 30% net, normalement, t'es bien. Il n'y a pas de problème dans ta situation financière de retraite. Là, Ouais. pour ça, ce que je faisais, c'est que les postes qui étaient gênants, fait que c'était souvent en restaurant. C'était comme là, on va sortir tes 3 derniers mois de carte de crédit. Puis je vais prendre un marqueur. Puis là, je le surlignais. Le nombre de fois que c'était le double du chiffre gênant qu'il m'avait dit, c'est hallucinant. Le nombre de fois que c'est arrivé, ça. Fait que là, ça leur permet de prendre conscience par rapport à leurs finances. C'est pour ça, mais c'est un peu notre rôle, comme planificateur financier, surtout pour des Ouais. jeunes clients qui viennent de commencer à gagner de l'argent dans leur vie. Ouais, C'est tellement. la première fois qu'ils ont de l'argent comme ça à gérer, parce que quand tu as un revenu d'étudiant, tu gagnes 10-15 000, ça, c'est si t'as un étudiant qui gagne de l'argent, là, parce que sinon, il y en a plein qui font pas ça. C'est facile de perdre la carte, même quand tu gagnes 70 000 dans tes premières années. Ouais, Fait que comment t'es 100%. capable de les ramener pour mettre en place les bonnes habitudes d'épargne? Là, ça fait toute la différence, là. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'envoie tout le temps mon outil budgétaire à chaque fois que que je débute un partenariat, là. Mhm. Fait qu'on commence. Parce que, tu sais, de toute façon, comment que je dis, faut que tu mettes 500$ dans ton CELI si à la fin du mois, je sais pas, moi, comment il gère son argent, un client, là, tu sais. Ouais. Surtout au début, quand tu commences une relation. Fait que moi, j'envoie tout le temps l'outil budgétaire. Puis je lui dis, regarde, fais un mois, remplis-moi-le. C'est facile, tu sais, c'est pas compliqué, de mettre des chiffres dans un Excel, là. Exact. Envoie-moi ça. Puis ce que j'ai remarqué à date, c'est qu'à la fin du mois, la plupart du temps, ben, il va y avoir un surplus. Parce que les gens, quand ils vont faire le budget par eux-mêmes, ben, ils vont le faire un peu, pas sur le fly, mais ils ne checkeront pas tout parfaitement. Ils vont se dire, ah, je fais à peu près ça, à peu près ça, à peu près ça. Fait qu'il y a souvent un surplus. Puis là, qu'est-ce que je fais? C'est que, OK, ben, il te reste 600$ par mois, à peu près. Puis là, ils me disent, ouais. Je fais, OK, parfait, ben, on va commencer par commit un 450 par mois. Mettons au CELI ou ben au REER ou peu importe. Puis là, les gens sont comme, OK, ben ouais, ça va marcher. Puis là, en commençant, ben, ils n'ont pas le choix de s'engager là-dedans. Puis là, après, ils vont changer puis adapter leurs habitudes autour Mhm. de cette épargne-là qu'on a bâtie. Parce qu'ils veulent que ça marche puis ils veulent investir. Juste à cause qu'ils ont fait le budget un peu plus lousse, tu comprends? Fait que se sont comme Ouais. fait un peu avoir leur propre jeu. Fait que, tu sais, moi, je vais dire, OK, ben parfait, c'était 1000$ par mois. Ou, tu sais, l'autre fois, je n'ai pas ni une, c'était un peu drôle, là. C'était ridicule, là, tu sais. J'ai fait, c'est sûr, ça marche pas, là, ce que t'as marqué, là. Fait que là, on l'a réajusté, puis après, on a fini par choisir un montant. Tu sais, je vais tout le temps y aller avec un montant un peu moins élevé que qu'est-ce que moi, je recommanderais pour être sûr que ça passe, puis pour être sûr que Ouais. ça arrête pas. Puis après, les gens, c'est souvent eux qui vont me réécrire après ces 2-3 mois comme OK, je peux l'augmenter à 200, OK, je peux l'augmenter à 300. Tu sais.
ils vont avoir eu leur relevé, ça va peut-être avoir augmenté un peu, ils vont trouver ça cool, tu sais, fait que Et surtout quand ils ils vont. commencent à voir que le placement s'accumule, que la mise de Exact, fonds pour c'est leur maison encourageant commence à aussi. l'avoir, que leur retraite elle Mm. commence à se remplir tranquillement, justement, ça les encourage. Puis souvent, les gens vont avoir tendance à projeter trop loin, en disant, ben là, parce que dans 4 mois, c'est Noël. Fait que là, à Noël, je pourrais pas épargner cet argent-là. La vérité, c'est que dans 4 mois, tes habitudes vont avoir changé. Puis tu vas avoir 100%. l'argent pour tes cadeaux, puis faire tout le reste, parce que tu vas changer tes habitudes de consommation. Parce qu'une fois que, tu sais, quand tu te payes en premier, là, tu sais, quand tu prends l'argent puis tu le mets dans tes placements, là, puis là, finalement, au lieu de, Exact. je sais pas, il te reste 1000 piastres clairs par 2 semaines, il te reste maintenant 700, ben nécessairement, tu joues avec tes dépenses par la suite pour qu'à la fin, ça soit pas sur la carte de crédit, parce que tu le vois, les rares sont les gens qui épargnent, qui ont des dettes d'attente sur leur carte de crédit. Ça arrive, Mm. mais rares sont ces gens-là. Ouais, c'est vrai, Fait que là, toi, t'es effectivement. quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aussi à la clientèle qui est entrepreneuriale. Ouais. Parce qu'on a eu des conversations là, dans le passé, puis c'est une clientèle qui t'intéresse beaucoup. Ouais, Euh, ouais. Est-ce que tu trouves que la gestion financière d'un entrepreneur, quand tu le compares à quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, au niveau de leurs dépenses personnelles, est vraiment différente? C'est une très bonne question. Puis je te dirais qu'il y a, tu sais, oui, il y a plusieurs aspects à considérer, là. C'est sûr que ça serait de mentir que de dire que c'est la même chose, là. Je trouve que l'essence, la base, ça reste la même, peu importe c'est quoi ta situation. Mais là, après, c'est de voir les petits aspects qui viennent autour complémenter tout ça, qui viennent un peu soit compliqués ou qui ont peut-être besoin de plus d'accompagnement parce qu'il y a beaucoup la gestion des cash flows, je trouve, là, tu sais, que l'entrepreneur, que ça va être un enjeu. Tu sais, l'entrepreneur qui va se verser un petit salaire, puis à la fin de l'année, il va se verser 50 000 de dividendes, tu sais, là, c'est sûr que ça arrive pas au particulier, là, tu sais. Ouais. Fait que, est-ce que c'est différent? Oui. Clairement que moi, je trouve qu'on a encore plus une belle valeur ajoutée parce que ces gars-là, ben, tu le sais, t'es entrepreneur, ils ont pas le temps de gérer ça. Ils ont la plupart du temps pas le goût, mais ils veulent minimiser l'impôt à 100%, puis ils veulent être sûrs que tous les moves sont optimisés aussi. Fait que tu peux bâtir une belle relation où est-ce que toi, je pense qu'en tant que professionnel, on a une très belle valeur ajoutée, puis on peut les accompagner de A à Z dans leurs besoins. Mais ça reste que, tu sais, au final, que ce soit dans ta business, que ce soit dans ta situation personnelle, tu sais, il faut que revenu moins dépenses, si en reste pas, ça marche pas, là, Ouais. tu sais. Exact. Revenu moins dépenses après impôt, là. Fait que, au final, la base, c'est ça, là. Fait qu'un entrepreneur, tu sais, qui va se verser dividende, va avoir une répartition salaire-dividende qui va être un peu plus touchée ou qui a besoin de plus un plan un petit peu plus complexe par rapport à ça, ben, tu sais, oui, il y a cet aspect-là un peu plus technique à bâtir, mais au final, selon moi, la base reste un peu la même, puis ça reste encore une fois de faire quelque chose que lui va embarquer dans le plan, puis il va vouloir bâtir ça aussi, puis il va rester là-dedans, puis il va trouver que ça fasse du sens, là. Fait que je Ouais, sais pas mais qu'est-ce souvent, que un des constats que moi j'avais fait, là, c'est un peu comme toi, là. Bon, gestion des cash flows, c'est totalement différent, là, parce que ouais. il y a des fois des gros montants d'argent qui vont rentrer, comme des fois une période d'austérité, là, il n'y a plus d'argent pantoute, puis même à la Ouais. limite, la paye est fragile, puis voire même coupée. Fait que, tu sais, il y a vraiment une oscillation dans les inflows d'argent, chez l'entrepreneur. Mais après ça, l'autre aspect que j'avais remarqué qui est difficile à gérer avec eux, oui et non, là, c'est, ils gardent beaucoup de liquidité dans leur compte chèque. Souvent, Ouais. dépendamment de leur background, puis qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leurs premières années de carrière comme entrepreneur, mais c'est rarement comme l'argent coule à plus savoir quoi en faire, là, tes premières années. Fait que t'as ce trauma-là, fait qu'ils vont garder, là, puis là, tu sais, il y en a pour certains 1000 $ dans leur compte chèque, c'est beaucoup, d'autres que, moi j'avais un client qui, s'il descendait en bas d'1 million dans son compte chèque, c'était la panique. Il coupait tout, il coupait les cartes de crédit à ses enfants, c'était la panique générale. Fait qu'on s'entend, dépendamment de d'où tu viens, c'est quoi le type de business que tu as, c'est quoi ton mode de financement pour ton entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui autofinancent leur business, leur projet, à même leurs épargnes, puis leurs revenus personnels, puis leur richesse personnelle. Fait que dépendamment de ça, il y a cette gestion-là qui est différente. Puis souvent, quand ils mettaient l'argent dans leur REER, les convaincre de mettre l'argent dans leur REER, pour certains entrepreneurs, c'est compliqué. Ouais. Parce que quand ils mettent l'argent dans leur REER, c'est comme il dit adieu à cet argent-là à jamais. Elle Exact. reviendra même pas en retraite, là. Je suis même pas, ma business, j'ai tellement des problèmes, puis je suis collé dessus, que si je mets de l'argent pendant 30 ans, aussi bien dire que je l'ai perdu, cet argent-là. Fait que là, il y Ouais. avait cette gestion-là de la retraite qui était difficile, parce que souvent, eux, ils se disaient, tantôt, ma business va valoir de quoi? Ça va être ça, ma retraite.
C'est là que c'est dur hein, de les convaincre puis d'arriver puis de dire ouais ben oui ta business va valoir de quoi mais ça reste que d'en prendre, d'en mettre un peu de côté puis de profiter de l'aspect fiscal puis de te Exact. protéger aussi. C'est intelligent puis tu sais ça c'est un excellent point que tu dis parce que tu as 100% raison puis si là ça devient important en tant que planificateur financier ou peu importe le titre que les gens y ont d'arriver avec une approche qui va être adaptée un peu plus au client puis ça c'est de bien connaître son client. Peut-être une stratégie qui va être pratiquement la même chose qu'un REER, soit un fonds de pension pour l'actionnaire directement dans la business, qui est, honnêtement, c'est essentiellement la même chose. Mais lui, il va le voir différemment parce qu'il va être comme, OK, je peux passer ça dans le business. Puis, tu sais, là, ça comme, pour eux, c'est un mind-blowing, c'est une découverte, là. Mais au Ouais, moi, final, dans j'ai le vu fond, deux types d'entrepreneurs. Hein. Tu as ceux qu'il faut que ce soit fiscalement le plus optimisé possible, puis d'autres que faut que j'ai accès à mon argent le plus flexible possible. exact. Souvent, on dit, ah, la vérité se trouve quelque part dans le milieu. C'est vrai. Mais souvent, ils jouent beaucoup avec les extrêmes, hein, les entrepreneurs. Fait que Ouais. t'as un peu des deux. Fait que, tu sais, ceux qui ont ultra optimisé fiscalement, c'est quand même, je trouve ça relativement simple de les convaincre que la stratégie est bonne. Parce que là, bon, tu prends l'angle fiscal, tu leur montres au net combien il va leur rester. Après ça, bon, la stratégie de placement, dépendamment de leur profil des risques, puis c'est des gens qui sont habitués de prendre des risques dans leur business, mais des fois, quand il y a le temps de prendre leurs investissements personnels, oh, c'est drôle, la gestion des risques, c'est Vraiment souvent bien différent. différent. Fait que comment t'adapter avec eux, ça se fait bien. Celui qui est ultra flexible, c'est lui que je trouve que, au niveau de la stratégie, il demande un peu plus d'écoute. Passer du temps avec lui, comprendre son modèle d'affaires, comprendre sa business, c'est qui ses partenaires, comment il s'est structuré, est-ce qu'il y a des employés clés dans sa business, c'est quoi les risques potentiels qui fait qu'il y aurait besoin de réinjecter dans l'entreprise, de prendre un prêt supplémentaire, de mettre sa maison en garantie. Fait qu'une fois qu'il comprend toutes les sphères qui tournent autour de sa situation financière, t'es mieux en mesure de l'aider, puis il va te faire confiance aussi. Parce que c'est dur, comme entrepreneur, de dire, bon, ben, toi, après une heure avec moi, tu connais exactement le meilleur plan financier pour moi. Quand Ah, moi-même, ça fait des années que je suis là-dedans, puis je trouve ça difficile de savoir c'est quoi la décision qui est pas juste la plus optimale, mais la plus intelligente considérant mon passif, puis tous les risques qui tournent autour de ma business. C'est impossible que toi, après une heure, tu sois capable de le faire. Fait que des fois, c'est là que l'entrepreneur, ça demande un peu plus de temps, plus de rencontres, l'inviter dîner, parler avec lui, comprendre, aller le voir sur le site de sa business, voir comment il opère, c'est quoi ses enjeux, puis c'est exact. de mieux l'écouter, parce que si t'as pas ça, c'est dur comme planète de bien faire ta job. Puis c'est ça que je trouve, moi, c'est ça que je trouve intéressant puis enrichissant avec la clientèle d'entrepreneurs, c'est cet aspect plus complexe-là côté relationnel, parce que comme tu as dit, il faut que tu développes vraiment un lien avec lui pour vraiment, vraiment comprendre la situation, sa structure organisationnelle aussi. Puis après, c'est là que tu décèles vraiment les enjeux au fur et à mesure que tu lui parles, tu sais. Il y en a Ouais. que c'est totalement différent d'un autre, mais tu sais, au final, je trouve qu'un profil, ben là, je vais généraliser un peu, mais c'est généralement des gens qui ont drôlement beaucoup confiance en eux à cause qu'ils ils prennent des risques dans leur entreprise, mais sont aussi, ils ont un côté très insécure aussi. Fait qu'il faut Ouais. que tu arrives avec de quoi de blindé, qui a des garanties, tu sais, des fois, tu sais, structuré d'une façon ou d'une autre, là. Puis il peut pas avoir de points d'interrogation non répondus, là. Tu sais, faut que tu Mhm. saches, faut que tu sois convaincu, faut que tu aies l'air convaincu, puis faut que tu saches de quoi tu parles. Fait que ça demande plus de préparation, ça demande beaucoup de temps aussi. Mais c'est tellement enrichissant de pouvoir non seulement participer sur sa situation perso, mais en plus d'avoir un impact sur toute sa structure organisationnelle, tu sais, parce qu'au final, Ouais. on n'est pas juste là pour faire un plan financier, on est là aussi pour les mettre en contact avec des bonnes personnes, puis les aider avec autre chose. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je pousse beaucoup dans mon service, c'est que je vais pas juste te faire ta cotisation c'est là. Tu sais, Ouais. je vais te mettre en contact avec un directeur de compte pour ton financement, tu sais, que ce soit les possibilités financières des immobilisations, peu importe, là, tu sais, ça peut aller bien loin, les aspects légaux, peu importe. Au final, c'est que tu sois 100% bien encadré, puis ces gens-là, quand ils embarquent là-dedans, ils se rendent compte de la valeur ajoutée de tout ça parce que ils ont vraiment quelqu'un qui les accompagne, puis on s'entend qu'un entrepreneur, en réalité, tu n'as pas ça. Là. Quand tu t'entends en affaires, tu es tout le temps livré à toi-même, faut que tu te Ouais. débrouilles, faut que tu trouves des façons. Fait que d'agir un peu comme genre de consultant, c'est une belle valeur ajoutée, je trouve, au service, mais ça demande un gros réseau, ça demande beaucoup quand même de connaissances aussi, un petit peu plus d'expérience.
Tu sais, Fait on se le que, cachera pas, un planificateur financier, c'est un généraliste. Tu sais, ouais, tu peux exact. pas être tu peux pas être autant expert en fiscalité qu'un fiscaliste. Tu peux pas être autant expert en financement d'entreprise qu'un CFA, quelqu'un qui est CFO, qui est directeur de compte en financement de dette. Tu sais, tu vas avoir un niveau d'expertise qui est correct pour comprendre les différents signaux lumineux là, qui fait que, OK, là, ça flash un enjeu de financement. OK, là, ça flash un enjeu de fiscalité. On va te diriger vers les bons professionnels. C'est là que développer ton réseau, peu importe le stade de ta carrière, c'est important. Les plus grands planificateurs financiers que je connais, quand tu vas leur parler, qu'est-ce qui fait que toi, tu es différent, ils vont te parler de leur équipe, puis de leur réseau. Qu'est-ce qu'ils ont développé. Ils vont jamais dire, bon, ben, moi, j'ai eu tel fait d'armes, j'ai réussi, j'ai tant d'argent. Il y en a qui le Ouais. font. Tu sais, les meilleurs, c'est pas ça. Ils vont souvent te parler de leur équipe, de leur réseau. Ça fait toute la différence. Ça m'amène un peu à te poser la question, tu sais, 9 mois dans la carrière, tu veux une clientèle un peu plus d'entrepreneurs plus tard. Comment tu t'es positionné par rapport à quel type d'entrepreneur que tu cibles? C'est-tu des gens qui sont plus en démarrage, des gens qui sont en phase, on va dire, qui ont commencé à faire de la rentabilité au niveau de leur entreprise, des gens qui ont des structures qui ont vraiment forte croissance, des entrepreneurs établis. Puis après ça, l'autre partie de cette question-là, c'est ton réseau professionnel, comment tu t'as les développé dans tes 9 premiers mois pour être capable d'aider cette clientèle entrepreneur-là quand ils ont différents besoins et puis qui l'ont pas le fiscaliste, qui l'ont pas le comptable, qui ont pas l'avocat, mettons, on va dire le droit du travail, dernièrement, c'est un gros sujet là, que tout le monde parle beaucoup. Ben, comment tu fais, toi, pour les diriger? Est-ce que tu as déjà monté un réseau par rapport à ça? Fait que, quel type d'entrepreneur que tu as, puis comment tu t'es équipé pour être en mesure de le servir avec l'équipe autour de Gabriel? Yes, ben c'est une très bonne question, puis on en a déjà un peu parlé. Présentement, tu sais, moi, je recherche beaucoup, tu sais, développer un lien puis avoir un contact qui a un fit, là. Après avoir fait une rétrospection puis une analyse, je me rends compte que présentement, j'ai beaucoup, ben, c'est un peu normal parce que, tu sais, les clients que tu attires, c'est ce que tu projettes un peu aussi, là, tu sais. Mhm. Fait que, étant en début de carrière, avoir sa clientèle, ben, tu sais, veux pas, c'est un peu comme avoir sa propre petite business. J'ai un autre projet sur le side aussi. Puis moi, ça me passionne l'entrepreneuriat, puis c'est ça que je veux développer, puis à faire affaire avec ces gens-là pour cette raison-là. Mais je me rends compte que c'est beaucoup des entreprises qui sont soit en démarrage, ou des entreprises qui sont en phase d'expansion. Fait que c'est beaucoup des jeunes avec un gros puis un haut potentiel qui ont un enjeu justement à plein de niveaux, qui n'ont pas d'accompagnement à plein de niveaux, puis qui n'ont pas le temps parce qu'il faut vraiment qu'ils se focus sur la croissance puis la gestion de leur, que ce soit les ressources humaines, que ce soit le marketing, tu sais, en tout cas, c'est dans le day-to-day, il y a tout le temps des feux à éteindre, là. Fait que Mhm. moi, de rentrer là-dedans, moi, quand je lui fais une présentation, ben, je lui dis, mais écoute, non seulement on va traiter de ton aspect perso, mais je peux assurément en fait t'aider aussi dans ton entreprise sans me mettre les mains là-dedans parce que c'est pas de mes affaires, mais comprendre t'es rendu où puis te mettre en contact avec les bonnes personnes, puis ça les gens ils adhèrent vraiment vraiment à ça, puis ils voient dans le fond que c'est fondamentalement quand je le dis, ben je vais pas juste le dire, je vais le faire, puis je vais arriver directement le lendemain, ça m'est déjà arrivé. Début de l'été, les personnes étaient en démarrage, il n'y avait pas d'accompagnement côté financement. Je les mis en contact avec un directeur de compte en un claquement de doigts, ça a fait une grosse différence. J'en avais un que ça faisait 2 ans qu'il voulait s'ouvrir une marge de crédit, il fait 3 millions de chiffre d'affaires, puis il n'était pas capable de s'en ouvrir une. J'ai fait à ta peu, là. Moi, je connais quelqu'un qui va travailler pour toi, il faut juste que tu aies quelqu'un qui pousse, là. Ça a pris 32 secondes, puis c'était fait. Puis là, cette personne-là, ben, elle a bâti une relation avec lui. Fait que, tu sais, les entrepreneurs, ils me reviennent puis ils me disent, hey, ce gars-là, pour vrai, là, wow, merci beaucoup pour ton aide, etc. Fait que là, ça c'est super enrichissant de un, mais il voit que comme, OK, il fait plus que juste de la planif. Tu sais, mon boss, qui est Gabriel Couture, qui est le président de Groupe Financier Stratège, ben, tu sais, quand j'ai des rencontres avec lui puis qu'il me mentor de temps en temps, ben, tu veux pas, je le vois, là, c'est ça qu'il fait dans son day-to-day. Tu sais, il va faire pas mal plus que juste faire le plan financier, là. Tu sais, mettons, Mhm. il va trouver un acheteur pour une compagnie, il va trouver une possibilité de faire un lien, puis mais ça demande beaucoup, beaucoup de justement de compréhension de la business. Puis, tu sais, pour te revenir à répondre à ta question concrètement, le type d'entrepreneur, ben, à part être en phase d'expansion, c'est ça que présentement, j'ai attiré le plus, mais j'en ai aussi qui sont des business profitables et établis. Puis, j'ai pas encore un créneau exactement parce que, veux pas, dès que j'ai un fit avec la personne, puis la personne a un fit avec moi, peu importe l'industrie, je me ferme pas de porte pour le moment.
Mais définitivement qu'au fur et à mesure que je vais avancer, que je vais me rendre compte peut-être que comme, OK, ben moi, c'est peut-être plus les entrepreneurs en construction. C'est peut-être plus les personnes qui sont en techno, tu sais. Fait que là, je pourrais pas répondre à ce créneau-là directement, mais définitivement que ça va venir. Puis pour répondre à ta deuxième question, qui est le réseau, moi, j'ai toujours été très, très, très impliqué à l'université. Fait que ça m'a donné un méchant coup de main parce que j'ai développé un bon réseau côté fournisseur, côté compagnie directement à l'université, en étant impliqué dans l'association de finances à l'Université Laval. Puis, juste ça va m'avoir donné un méchant coup de main. Puis, tu sais, les événements de réseautage, les événements, que ce soit avec le bureau directement, moi, j'ai pas peur, honnêtement, là, Félix, je vais être bien franc avec toi, là, comme je me dis, si j'envoie un texto, au pire, il me répondra pas, là. Mhm. C'est le pire affaire qui peut arriver, fait que moi, Ça fait pas j'envoie. si mal que ça, se faire C'est ghoster, ça. là. Il y Moi, a j'ai pire pas, que ça, là. ça me dérange vraiment pas. Au pire, le monde, il me dit non, là, honnêtement, là, ça m'affecte absolument pas. Fait que j'envoie des courriels, je l'écris sur LinkedIn, je vais faire des pauses, je vais dire que je recherche un fiscaliste, un comptable que j'ai besoin, puis là, après, je vais les tester. Tu sais, on va envoyer un dossier, on va voir comment ça va. Je demande beaucoup, beaucoup de feedback aux clients parce que moi, qu'est-ce que je recherche, c'est le meilleur service possible pour mes clients parce que c'est ce que moi, je vais offrir. C'est ce que je vends. Fait que quand je vais trouver un fournisseur, rechercher un fournisseur ou quelqu'un avec qui je vais faire affaire, ben, tu sais, honnêtement, je m'en fous là, que tu ailles 50 maîtrises ou peu importe. Là. Je veux que quand mon client y appelle, je veux que ça réponde. Puis si ça répond pas dans la minute que tu as fini ton autre appel, tu le réponds. T'sais. Parce que moi, c'est comme ça que je travaille. Puis c'est ça que les gens sont habitués de faire. Fait que ça a été de trouver ces gens-là via les réseaux sociaux, via des associations, envoyer des courriels, envoyer des textos. Moi, je dis aux gens, gêne-toi pas, là, comme ce soit un collègue ou une connaissance, quand je parle à d'autres planifs, je suis comme, ça va coûter de quoi, là, tu sais. Écris-lui sur LinkedIn. S'il cherche, s'il y a de la place pour toi, tant mieux. Puis s'il y a un partenariat à établir, tant mieux. S'il n'y a pas de fit, regarde, ça va t'avoir coûté une rencontre de 30 minutes, mais s'il y a un fit, ben, ça peut peut-être te sauver un dossier, là, tu sais. Ouais. Il y a un podcast qui est intéressant qu'on a fait avec Gino Sébastien Savard, là, le président Ouais. de Mika. Là. Lui, comment il a développé son réseau, je trouve ça quand même assez fabuleux. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui ont eu le courage de faire ce qu'il a fait. Lui, il était à Québec originalement, puis là, il avait déménagé à Montréal pour ouvrir le réseau de Montréal, puis aller chercher plus de conseillers pour les MGA Mika. Puis il y avait une clientèle aussi corporative. Ça, c'était la clientèle qui aimait justement les propriétaires d'entreprise, les entrepreneurs. Fait que, il savait que le meilleur avocat à Montréal, selon lui, c'était Monsieur X. Fait que pour pour un jour travailler avec Monsieur X dans des dossiers de façon conjointe, puis en espérant un jour que Monsieur X ait le goût de référer en retour Gino, il s'est dit, c'est quoi la meilleure façon que moi, je peux un jour espérer avoir un client qui m'est référé par Monsieur X, de travailler des dossiers conjointement avec lui. C'est quoi la chose qu'un entrepreneur veut le plus? C'est de la business. Fait qu'il dit, ce que je vais faire, je vais réserver du temps toutes mes semaines, puis je vais faire des appels, puis je vais booker des rendez-vous, puis des mandats à Monsieur X. Fait que pendant des mois et des mois, sans jamais même y avoir écrit ou parlé, il envoyait des clients à Monsieur X. Puis il envoyait des clients à Monsieur X. Puis la prospection, c'était même pas des clients à lui. Lui, il appelait plein d'entrepreneurs, puis il parlait de besoin. Parfait, t'aurais peut-être un besoin d'avoir un bon avocat en droit des affaires, Monsieur X. Puis systématiquement, il faisait ça. Puis un jour, ben, tu sais, si t'en doutes, le Monsieur X a fait... c'est qui ça, Gino, Sébastien Savard, là, qui arrête pas de m'envoyer des clients? Tout le monde, il arrête pas de me révéler. C'est qui cette personne-là? Fait que, il a demandé à son adjoint de le contacter pour lui dire merci de la business qu'il a envoyé. Puis aussi, pourquoi tu m'envoies autant de business, je te connais pas. Fait que, ils se sont présentés, ils se sont parlé, une relation d'amitié, puis c'est devenu des super de bons chums à travers le temps, mais ça a commencé avec je vais faire un don de moi. Moi, je suis bon en prospection, je suis bon pour trouver des clients, je suis bon pour identifier des besoins, je vais travailler pour lui, sans même qu'il m'ait jamais parlé. Puis un jour, il va avoir le goût de travailler avec moi, puis c'est ça qui s'est passé. Fait que pour développer son réseau d'affaires, tu sais, oui, il y a comme l'implication, les 5 à 7, envoyer des approches à tout le monde, puis essayer de booker des rencontres, ça l'aide énormément, puis ça va toujours marcher. Après ça, il y a d'autres méthodes qui existent quand tu as des personnes très, très précises que tu veux cibler. Puis ça, ben, la meilleure façon d'attirer leur attention de la manière la plus respectable puis valorisante pour toi, c'est de trouver c'est quoi leurs besoins. Puis un entrepreneur, souvent, c'est quand même simple. Son besoin, c'est de la business.
S'il amène de business, s'il amène des contrats, il va t'aimer systématiquement. Fait que c'est pour ça que quand je parle souvent des jeunes connects, on a déjà eu cette conversation-là ensemble, je dis, c'est quoi ta niche? C'est à travers les entrepreneurs, c'est quoi ta niche d'entrepreneur que toi tu fais le plus triper? Parce que dans cette niche-là, ils ont des besoins qui sont similaires. Dans les besoins qui sont similaires, ils ont souvent besoin du même genre de professionnel. Fait que tu es capable de te monter une équipe de ultra élite autour de toi pour desservir ce type de clientèle-là qui est ultra nichée. Puis là, il y a personne qui va t'arriver à cheville. Fait que quand eux t'organisent même des événements, entre autres, fait que là, mettons, on parle des entrepreneurs. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est toutes les compagnies technologiques, là, les startups là, innovantes. Ben, ils ont tout le temps des besoins d'R&D, ils ont tout le temps des besoins d'avocats de droit des affaires, de droit de l'emploi, fiscal qui devient compliqué à certains moments, le financement d'entreprise qui devient difficile. Ben, si moi je me concentrais sur je me concentrais sur cette type de clientèle-là, ben ce que je pourrais faire, c'est un événement où je les rassemble toutes dans la même pièce. Ils sont pas nécessairement des compétiteurs, tu sais. Être dans une même industrie, d'être niché, veut pas dire que tu as tous des compétiteurs, c'est tous tes clients, c'est des gens qui partagent une génétique entrepreneuriale qui est similaire. Mais je vais me faire un panel, je vais faire des conférences, je vais louer une salle avec des gens ultra précis pour eux, puis je vais leur présenter que ma force en me choisissant moi, c'est pas juste euh, Félix, le panel qui va leur donner des bons conseils, c'est aussi accès à tout ce réseau-là. Puis entre eux, quand ils vont se mettre à échanger, ben, ils vont se rendre compte dans ces événements-là que hey, l'entrepreneur B puis l'entrepreneur F, on a donc bien échangé des bons trucs, ça a fait une grande différence. Puis ça s'est passé parce que je suis venu au 5 à 7 organisé par Félix. Mais ça, à travers le temps, les années, ça compound, puis là, ça devient plus grand, puis là, ça devient un happening, ça devient quelque chose que le monde veut venir, ça devient un peu plus exclusif. Puis là, ben, tu commences à bâtir ta marque, puis là, de développer. C'est plus simple de créer de la valeur dans ces contextes-là, puis de te démarquer. Quand, que quand tu es ultra généraliste. Mais pour trouver ta niche, c'est pas après 9 mois que tu la trouves, ta niche. C'est correct de baigner dedans, un peu, dans le marché, de voir qu'est-ce que t'aimes, de tester plusieurs choses. Ça, c'était justement qu'on débute le podcast, c'est le sujet qu'on parlait. T'es rendu à l'étape de ta carrière où là, tu commences à toucher à plusieurs choses. Là, tu nous disais que tu entré dans le mois de décembre avec un processus de rétrospection pour réfléchir sur, bon, ta prochaine année, calendrier, ça va ressembler à quoi? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs en décembre sur les rétrospections que tu veux faire pour planifier ton année prochaine? Ah ouais, 100%. Moi, j'étais un gars qui est très, 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 très planifié, là. Comme je time block dans ma journée, puis je suis un peu un obsédé de l'optimisation de mon temps puis de mes processus, puis ça, c'est comme mon côté plus logistique, là. Fait Mhm. que processus de travail puis tout. Fait que là, je suis, tu sais, mon mois de décembre, mon année est pas mal faite, je te dirais. Il me reste quelques dossiers à finaliser. Je suis plus dans la finalité de certains dossiers, puis closer ça. Mais le reste du temps, là, tu sais, mon agenda est tout déjà fait. J'ai 3 heures de rétrospection que genre, tu sais, je mets mes écouteurs puis je suis avec moi-même. Puis genre, je vais faire un recap de toute mon année, de tous les aspects de A à Z. Une analyse de OK, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, puis qu'est-ce que j'aimerais faire. Puis là, après, je vais rentrer dans un autre 3 heures de vision 2024 là, que j'appelle, là, tu sais. Ouais. Que là, je vais faire OK, ben maintenant, là, tu sais, après les mois que j'ai eu, puis après le volume que j'ai eu, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je veux faire, c'est où que je veux focuser, puis c'est là après que je vais pouvoir, une fois que j'aurai mis mes objectifs, puis que je vais avoir pris le temps de faire ça, que je vais pouvoir après rentrer en plan d'exécution, tu sais. Fait que c'est juste un modèle très très simple d'analyse, de décortiquer les points en le plus petit possible, puis après rentrer dans le comment, là, tu sais. Ouais. Fait que, oui, pour répondre à la question, ça va être assez rodé de ce côté-là. Puis le but, Et pour c'est te que mettre dans le contexte, est-ce que tu fais ça à ton bureau, ça, chez toi, si t'es loin chalet, je fais ça, isolé à quelque part, je fais qu'est-ce que ça tu fais? dans mon bureau chez nous, dans mon grind space, que je vais fermer les rideaux, puis ça va être entre mes deux écrans, là, puis il n'y a rien qui va me sortir de Mhm. ce zone-là, tu sais. Fait que je vais rentrer là-dedans, puis tu sais, ça, je le recommande honnêtement à peu importe qui, dans peu importe le domaine, tu sais, c'est juste la base, selon moi, de prendre ce temps-là pour prendre, c'est faire une rétrospection, puis faire un retour complet, vraiment décortiquer en points pour attaquer les objectifs qu'on veut faire. Parce que c'est pas en janvier, quand la période REER commence, que c'est le temps de faire ça, puis que là, c'est Exact. l'espèce de zoo malade mental, là. Fait que, tu sais, moi, je veux faire ça là. Mes rencontres clients sont toutes déjà faites. Mes plans sont setupés pour 2024. Puis en janvier,
quand le monde, ils vont faire le retour puis ils seront pas satisfaits de leur année, ben moi, je vais être en mode développement puis je vais aller sharker, là. C'est ça que je veux faire. Fait que là, je viens de vous donner ma stratégie, là, mais ça C'est me ça, dérange pas. Ben, au final, tu sais, il y a comme un saying qui dit que ceux qui se lèvent tôt, ils ont déjà commencé la course avant toutes les autres, là. Fait que, c'est parfait. Puis les fins d'année, souvent, ça sert à ça, là. Tu sais, décembre, c'est un bon mois pour faire de la prospection, quand même, décembre, parce que souvent, Ouais. il y en a pas beaucoup qui en font, parce qu'ils finalisent plus des dossiers, justement. Mais ça fait que si tu perds un peu des semaines importantes pour ta rétrospection, c'est pas vrai qu'entre Noël puis jour de l'an, quand t'as toute la famille, les amis, puis tous les soupers, que c'est des bons moments pour faire ces rétrospections-là. Non, je suis d'accord. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses qui rentrent dans la colonne importante, là, dans mes choses à faire. Tu sais, évidemment, il y a les suivis, mais comme moi, je vais vraiment, là, tu sais, dès cette semaine, là, on est dans la première semaine de décembre, puis mon timing est bon, là. Fait que tout est booké, puis tu sais, je vais rentrer vraiment là-dedans pour me faire un bon plan, puis commencer surtout, tu sais, la tête claire, là, tu sais, en janvier, puis arriver, OK, bon, ben, voici les chiffres que je veux atteindre, voici ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux développer, voici comment je le fais, puis après, on rentre en mode exécution, tu sais. Puis évidemment, après, tu rentres dans ton année, puis à chaque mois, à chaque trimestre, tu fais une réévaluation, voir si tes approches sont bonnes, tu sais, tu vas aller voir les résultats, tu sais, faut pas que tu fasses ça juste une fois par année, mais si ton plan global est déjà fait, après, c'est juste de réajuster ton tir, puis tu sauves énormément de temps parce que les gens, après, ben, ils font du rattrapage, là, tu sais. Ouais. Fait que si je veux faire une petite analogie avec le football, parce que j'ai un background de football, puis c'est vraiment ça qui, tu sais, moi, ça me drive, là. Tu sais, on dit au foot, là, quand tu tires de l'arrière, là, par beaucoup, mettons, au troisième quart, on dit que tu joues du football de rattrapage. C'est une expression qui veut dire que tu forces les jeux quand t'as pas besoin de les forcer, tu sais. Pour essayer d'aller chercher des verges de plus à cause que t'as pas bien fait les choses au bon moment. Mais dans la vie, c'est ça aussi, là. Tu sais, puis en carrière, en service financier, c'est ça. C'est quand c'est le temps de bien faire les choses puis de prendre du temps pour développer ta business, il faut que tu sois capable de le prendre. Tu sais, pas juste être tout le temps en mode développement, développement, vente, 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 parce que à un moment donné, j'ai l'impression que tu vas frapper un mur puis que là, tu sauras plus quoi faire puis tu vas être justement en train de perdre ton avance, là. Fait que, mais c'est mon Absolument, mais écoute, ça me fait penser à... J'ai vu une entrevue de Joe Burrows, carrière là, au foot, là, NFL, ouais. là, puis il disait, le commentateur, il disait, bon, est-ce que tu es confiant qu'il va gagner le match de samedi, puis qu'est-ce que tu vas faire samedi pour gagner le match? Il dit, samedi, je vais rien faire. Le match, je l'ai gagné la pratique du mardi, mercredi, jeudi. Et C'est là que je voilà. gagne le match. Le samedi, je fais juste exécuter le plan qu'on a fait dans la semaine. Mais le match, je l'ai gagné avant. Fait que, tu sais, ça revient un peu à la même analogie que tu viens de faire. Mieux t'es préparé, plus tu fais les efforts tôt, puis que tu t'investis dans ta planification, puis dans l'exécution en début de plan, mais quand tu arrives au dernier quart de l'année, au dernier mois de l'année, la job est faite. Puis dans ton cas, avec la recette de planification que tu viens de donner, si tu fais bien ta job de rétrospection, d'analyse, les bons coups, les moins bons coups, définir bien ton why, ta vision vers où tu veux diriger, puis tes objectifs correctement, ben, quand tu vas débuter en janvier, il te reste juste à exécuter ton plan. Mais ton année est déjà gagnée. Tu l'as fait pendant ce mois de décembre-là. Fait qu'écoute, je pense que c'est un bon segue pour terminer le podcast aujourd'hui. Investissez dans votre planification, tout le monde, ça fait toute la différence. Puis, si vous êtes des planificateurs financiers, des conseillers financiers, votre job dans la vie, c'est de faire des plans pour aider les gens à les atteindre. Faites la même chose pour vous, puis des choses vont bien se passer. Yes, exactement. Merci beaucoup.